Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. L'ancien directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Fondéon, a été arrêté cette semaine. Dans l'émission Info Hebdo de ce samedi, le fondateur du groupe ESAE s'est prononcé sur cette actualité. Le ministre de l'économie et des finances béninois, Romuald Wadaï, a présenté mercredi dernier au Palais des gouverneurs à Porto Novo le projet de loi des finances pour l'année 2025. Ce projet connaît une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente. Le marché Ganri est prêt, informe les services de communication de la présidence du Bénin. Il a été reconstruit sur son site habituel. Découvrez le nouveau format dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à nouveau. L'ancien directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Fondéon, a été arrêté cette semaine. Le président directeur général du groupe ESAE s'est prononcé sur cette actualité. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. Il faut être honnête, je ne suis pas surpris. J'ai même été surpris plutôt que cela est militant. Parce qu'il y a longtemps que Fondéon avait envie qu'on l'arrête. Vous pensez qu'il avait envie? Oui, je crois que Fondéon avait envie de se faire martyr depuis un bon moment. Parce que c'est un officier supérieur général. Qu'il ait été déchu ou dégradé, c'est un général. Et lorsque tu es militaire, je crois qu'il y a une obligation de réserve qu'on leur enseigne. Je ne suis pas militaire. Mais quand tu écoutes les militaires, le militaire ne parle pas. Quelle que soit la situation, paix à son âme. Et le général Kouyame, que j'ai longtemps côtoyé avant qu'il ne tire sa révérence, vous avez beau lui demander qu'est-ce qui s'est passé à Segbana lors de son évasion, il ne vous le dira jamais. Il y a eu suffisamment de journalistes, d'enquêteurs qui l'ont approché de donner les détails de son évasion. Il ne le dira jamais. Pourtant, il s'est évadé en pleine révolution. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Mais il ne le dira. Mais est-ce que cette posture est une bonne posture? Mais c'est ça le militaire. Le militaire ne parle pas. C'est un officier de réserve. Mais à tout moment, un officier peut être sollicité pour les causes de la République. Le militaire ne parle pas. Mais Fondéon parlait déjà trop. Je n'ai pas compris. J'ai l'impression qu'il voulait se faire arrêter. Ah bon? Sa victimisation, que je ne tolère pas dans tous les sens du terme. Pourquoi? C'est-à-dire, avoir été rétrogradé pour un droit déjà acquis, c'est-à-dire avoir été précipité à la retraite anticipée, ça fait beaucoup d'accumulation de frustration. Je suis d'accord. Il n'est pas blanc comme neige non plus. On l'a vu sous le régime Yahi. C'était l'officier zélé qui écrasait tout le monde. Vous étiez jeune, sinon vous devez vous en souvenir. Que quand on parle de Fondéon, attention, c'est pas ça. C'est la terreur incarnée depuis l'épopée Raid, commissaire central de Cotonou, à la direction de la police judiciaire, et puis ensuite tout-puissant directeur général de la police nationale, et puis général. Fondéon, c'est quelqu'un. C'est un officier très zélé, qui fait bien son travail, c'est vrai, quand on lui commande, mais excessivement zélé en des moments donnés pour avoir développé assez de rancœur au niveau de certains concitoyens. Parce que vous pensez, mais qu'on l'ait brimé, c'est légitime qu'il s'en offusque. Qu'on l'ait écrasé comme une punaise, c'est normal que ça le fâche. Mais il devrait avoir des concitoyens pour le défendre. J'ai écouté Sabah Nazer.
mais qu'il a vitriolé. Mais quand on arrête quelqu'un, ça fait pitié. Ce n'est pas le moment, effectivement, de chercher encore à l'accabler davantage, mais Sabah n'a pas eu pitié, n'a pas eu froid aux yeux Tout à fait. pour l'accabler. Moi, ça me fait mal. J'ai fait la prison en tant que journaliste. Donc, quand quelqu'un est déposé en prison, quels que soient les motifs, moi, je suis touché. Je suis totalement gêné. Vous avez passé une journée aujourd'hui au tribunal, vous m'avez raconté en off ce que vous avez vécu, le pincement. Vous n'êtes pas allé en prison déjà. Eh bien, vous avez vu ce qui se passe quand on doit menotter quelqu'un, l'envoyer en prison. Donc, quand vous avez vécu ça, très sérieusement, même quand c'est votre adversaire qui vit des moments de tension assez douloureuses, vous êtes gêné, vous êtes touché. On a de la En compassion. réalité, vous devez avoir de la compassion. Mais quand on arrive à ne pas avoir de la compassion pour Houndéon, alors ça signifie que il a préparé son lit comme il se couche. Et ça fait mal. Et moi, ce que je lui reproche, je ne veux pas juger. Je ne veux pas le juger sur cette dissension. Je ne veux pas le juger sur ses récriminations ou sur ses victimisations parce que je ne suis pas à l'exécutif. Je n'ai pas tous les moyens d'apprécier. Et il n'était pas le seul qu'on a poussé à la retraite anticipée. J'ai des amis pour qui j'ai coulé des larmes, c'est vrai. Il n'en fait pas partie. Mais j'ai coulé des larmes pour certains parce que ça fait mal. Tu ne t'y attendais pas du tout. Ce n'est pas comme au temps de Soglo où on a parlé de départ ciblé, où tu as ramassé un peu de millions. Même si pour eux, ils ont pris de l'argent et qu'ils estiment que l'argent pris ne compense pas la précipitation à la retraite quand vous êtes à 20 ans de service, qu'il vous en reste 10, je crois que ça fait mal quand vous n'avez pas préparé ça. Mais ceci dit, comme on fait son lit, on se couche. On aurait dû se la boucler. À un moment donné, ça va qu'il est officier. Si c'est un civil qu'on arrête de cette manière, ça me gêne. J'ai de la compassion pour mon cher professeur Aïvo, Joël Aïvo, un de mes meilleurs professeurs en droit constitutionnel dans mon université. J'ai de la compassion pour lui parce que c'est un civil. Il a choisi un combat politique qu'il assume. Je crois que c'est courageux parce qu'il savait que ça allait lui arriver. Et je lui ai dit. Vous pensez qu'il savait? Je lui ai dit en salle, au 5e étage, ici, devant les étudiants, il était au cours. J'ai dit, si tu continues comme ça va te créer des ennuis parce que tu vas aller directement au front avec les armes dont tu ne maîtrises pas l'utilisation. Vous pensez qu'il a méconnu le droit lui-même? Il connaît le droit. Il a dit les armes dont il ne maîtrise pas l'utilisation. Je n'ai pas dit le droit. Okay. Hein? C'est un patron de droit. C'est un professeur agrégé de droit. Donc ici, qu'on est en droit. Mais là, il est en politique. Il ne s'agit pas de droit. On est en politique. Et quand on est en politique, vous avez des adversaires en face de vous. Et l'adversaire que vous avez en face de vous, vous devez apprendre à le psychanalyser, à savoir quels sont les moyens dont vous disposez pour l'affronter. Comment il vous affronte, lui, quand il veut aller au challenge, au combat avec vous. Est-ce que, parce que vous venez avec les poings pour l'affronter, que lui vient forcément avec les poings? Non, lui peut venir avec la dade. Si vous venez avec les poings, qu'il vient avec la dade, il ne vous reste qu'une seule solution. Vous savez ça? Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On détale. On détale. Voilà. On peut décider aussi d'affronter son destin comme... Ah oui, il a la dade, il a une manchette en main, j'ai les poings. Ah bon? Non, moi j'aurais détalé. Alors, je ne suis pas aussi courageux. On parle de Louis. Mais lui, j'aurais compris. Mais lui, je ne comprends pas. C'est un militaire. Il devait apprendre à se la boucler. Un policier, il va dire. Alors, on parle de Louis-Philippe Houndéon, on parle également... Policier, ça veut dire quoi? C'est un paramilitaire, un militaire, un paramilitaire, un paramilitaire, un militaire. Il n'y a pas de policier. On est aujourd'hui police républicaine, c'est les gendarmes et les policiers. Ils sont formés de la même manière, c'est des militaires. Tout à fait. Hein? Donc, un militaire, un officier supérieur en plus à l'obligation de réserve. Donc, lui, je ne l'excuse pas. Je ne l'excuse pas. J'excuse les civils qui n'ont pas été prudents. Je compatis pour les civils qui n'ont pas été prudents, mais je ne compatis pas pour un militaire. Et vous ne compatissez pas aussi pour Damien Houndéon qui a été... C'est beaucoup plus lui qui l'a poussé dans la gadoue. C'est lui qui a été l'instigateur, je crois bien, pour les TikTok que j'ai suivis. C'est lui qui posait les questions. C'est lui qui s'est transformé en journaliste expérimental et qui voulait nous faire partager les exploits de Houndéon. C'est Damien, je crois bien. C'est le nom que je suivais. C'est bien ça. Je ne savais pas qui se nommait Houndéon. Vous êtes sûr que c'est Houndéon qui s'appelle? Il y a un de ses frères. Je sais qu'il y a un Damien qui a été tout le temps celui qui le filmait sur TikTok et qui l'interviewait et qui le poussait à faire des déclarations assez tapageuses, assez risquées, assez osées, qu'il aurait dû ne pas faire en réalité. Il est allé trop loin. Mais je dis, pour avoir fait la prison une fois, je ne le souhaite à personne, je compatis pour lui. Et je pense que Houndéon va être guéri de tous les maux qui l'accablent
parce qu'il est certainement touché psychiquement, psychologiquement, et il ne digère pas tout ce qui lui arrive. Et il va finir par sortir le plus vite possible. Parce que ce qu'on lui reproche ne va pas... Oui, c'est pas parce qu'on lui reproche. Est-ce que vous trouvez... incitation quand même à la rébellion. Atteinte à la sécurité de l'État. Oui, est-ce qu'on n'a pas d'atteinte à la sécurité de l'État? Je ne crois pas. Oui. Dans les chefs d'accusation, il n'y a pas encore un chef d'accusation qui porte atteinte à la sécurité de l'État. Non, je ne crois pas. Je crois que incitation à la rébellion et puis... Harcèlement pas bien... Pas voie numérique. Je crois que tenons-en nous aux deux là. Bon, le reste, je ne pense pas. Il n'a pas tenté quelque chose. Je ne crois pas. Histoire qu'on dise que les jeunes viennent taper à sa porte pour lui demander de tenter un coup d'État, c'est de ça que vous voulez parler? Non, c'est sa comparution devant la criette. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit ça. Je ne crois pas qu'il soit allé jusqu'à cette extrémité-là. Non, mais restons quand même dans les limites de ce dont on l'accuse pour dire que ça va lui permettre, quand il en sortira de là, qu'il ait fait un bain spirituel pour se retrouver. Je crois qu'il a beaucoup d'amis autour de lui qui s'y connaissent bien en bain spirituel. Effectivement, il est interpellé pour incitation à la rébellion et harcèlement par voie électronique. C'est ce que je sais. Exactement. Voilà, donc... il n'y a pas d'atteinte à la sécurité de l'État. Voilà, restons-en. C'est mieux pour lui qu'on n'en ajoute pas d'autres. Clément Adéouti Adéchian était sur l'émission Info Hebdo de ce samedi et il a été reçu par Abdelkader Achérou. Toujours au cours de cette émission, il a également abordé les prouesses, il a parlé des prouesses des équipes sportives de l'ESAE et ensuite parlé de leurs perspectives. On l'écoute à nouveau. Je suis un fondateur très heureux, heureux et ému, parce que nous avons marqué de notre empreinte, nous avons cousu de fil blanc et les Jeux universitaires encore une énième fois. Adjigou, je crois que nous avons commencé par participer très sérieusement il y a environ 3 ans. Les Jeux universitaires n'étaient pas trop médiatisés, ce n'était pas connu en fait. Les privés n'étaient pas associés très sérieusement. On a commencé par y ajouter les privés maintenant il n'y a pas très longtemps. On a commencé de toutes les manières. On a commencé par nous informer, par nous en informer de ces Jeux universitaires il n'y a pas longtemps. Nous avons commencé par y participer il y a 3 ans. On a fini 3e. Il y a 2 ans, on a été champion en football avec Esaïe Parakou. Et Esaïe Cotonou était 3e. Alors, on a commencé par montrer que nous sommes là. Mais cette année, on a voulu... Et déjà l'année dernière, au niveau de l'athlétisme, on a eu 3 médailles, déjà. Alors, cette année, on a voulu aller encore plus loin. On a fait le pas de côté avec le handball, qui n'était pas notre discipline. Je crois que ça a été un succès très éclatant. Ça a été coup d'essai, coup de maître. Nous avons eu une discipline féminine, le hand féminine, et une discipline masculine avec le handball masculine. Le handball masculin, le handball féminin, la discipline féminine, la discipline masculine. Ah oui, effectivement. Tout à fait. On a une école de journalisme, il ne faut pas dire des bêtises. Tout à fait. Nos enfants nous suivent. Et d'administration également. Ah oui, nos enfants nous suivent. Donc, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce pas de côté a été un pas très heureux. Ça n'a pas été un pas d'aventure. Nous avons quand même fini champion de la discipline en handball. Y a-t-il une préparation en amont conséquente? Absolument. Sans préparation, on ne pouvait pas y arriver là. Nous avons compris depuis 1 an que nous venons en handball. Et alors, nous avons noué un partenariat avec la fédération béninoise de handball. Donc, je remercie le président Sidikou Karim et mon jeune frère Sidikou Karim, avec tout son bureau, ils ont été disposés à nous recevoir et à nous proposer cette plateforme de collaboration. Alors, ce que nous avons fait le mieux déjà à ESAE, c'était d'offrir des bourses à des enfants qui ont du talent, mais qui ont été incapables de payer leur scolarité pour aller à l'école. Nous en faisons au niveau du football, nous en faisons au niveau de sans discipline tout court, mais nous avons voulu quand même que des personnes qui ont des talents dans certaines disciplines telles que le handball viennent désormais étudier chez nous. Alors ce partenariat a permis quand même d'installer des boursiers à l'école depuis l'année dernière. Et de former une belle équipe performante. Et on ne connaît pas travailler. La pépinière a commencé par prendre. Et on a pu monter sur tous nos campus, on a pu les regrouper, d'avoir une équipe féminine, une équipe masculine. Et le résultat est là. Ils ont fait sensation
aux Jeux universitaires, j'avais de la peine pour les autres équipes parce qu'il n'y avait même pas match. Tellement l'écart était grand. Vous savez, quand vous suivez le handball à la télé, la sensation est si forte que les résultats sont étriqués. Ça finit souvent 32, 33, et 35, 34. Mais quand vous avez suivi ce qui s'est passé avec nous, quand on est à 30, ceux qui nous suivaient étaient à 12 ou à 13. Donc on a écrasé. Franchement, quoi. C'était une victoire écrasante. Où on a écrasé. Il n'y avait pas match. C'était une bérésina, tout simplement. Donc, il y a de quoi être fier que ces enfants, vraiment, ils nous ont honorés. Ce qui n'est pas le cas au football, parce qu'au football, déjà, on nous connaît, donc on nous attend chaque année que ça va être difficile. On était champion l'année dernière, mais ils vont venir encore cette année pour nous écraser. Je crois que les universités du public, là, se peut pas toujours. L'UAC et puis l'UP, et à Parakou. L'université de Parakou. Oh ouais, il ne se peut pas chaque fois quand il s'agit de l'ESAE. Donc, vous avez vu la finale diffusée à l'ORTB. Ça a été très chaud, très chaud. Ça n'a pas été facile. C'est un score très étriqué, 2-1. Mais on dit le football se joue à 11 contre 11. Et à la fin, c'est l'ESAE qui gagne. Et nous avons gagné. Vous avez gagné. Nous avons gagné, nous avons eu le trophée. Donc, on a eu 3 trophées. Il y a de quoi être fier de ce que nous faisons dans notre école. Il y a de quoi montrer quand même à l'opinion qu'au-delà du savoir, au-delà du savoir apprendre, du savoir faire, du savoir être, il y a le savoir se comporter en société, il y a le savoir apprendre à maîtriser une discipline sportive que nous enseignons à ESAE et que nous amenons les enfants. Parce que la maîtrise du corps et de l'esprit passe nécessairement par le sport. Vous avez beau bourrer l'intellect, vous avez bourrer le cerveau, bourrer l'intelligence des enfants. Ils ont beau être très intelligents, à la fin, vous allez fabriquer des têtes abrutis, tout simplement. Une tête pleine, en un mot. Mais une tête bien faite, c'est une tête équilibrée qui rallie l'harmonie entre son corps et son esprit. Et la seule chose qui permet d'établir un équilibre pareil, c'est le sport. C'est le sport. Et c'est ce que nous avons compris à ESAE. Vous allez voir le sport et les activités culturelles. Les vendredis après-midi, vous allez voir, les enfants sont là, à l'école, dans les différentes salles. Qui pour la danse, qui pour le théâtre et le cinéma, qui pour l'oratoire, qui pour l'anglais, qui pour les exercices de l'intelligence artificielle. Les enfants travaillent. Les enfants travaillent à équilibrer le mental, à décoiffer un peu tout ce qui a été bourré toute la semaine, à s'aérer un peu l'esprit. Ça fait du bien. Les enfants se retrouvent mieux le week-end et quand ils sont là le lundi, ils pétillent de forme et d'espérance. De forme et d'espérance. À toute victoire, on dit qu'il y a toujours des hommes de l'ombre. Clément Adéotiadéchian, dites-nous, selon vous, qui sont les artisans de l'ombre de ces 3 trophées obtenus? D'abord les joueurs eux-mêmes. Toute victoire, vous savez, quand il y a un échec, tout de suite on s'en prend aux joueurs qui ont été très mauvais. Vous avez suivi le Bénin en football avec le Nigeria hier. C'est un derby de l'Est, avec notre voisin de l'Est. Ça n'a jamais été facile. Quand on se retrouve avec le Nigeria, soit il nous étrille, il nous écrase comme une punaise en règle générale. Mais depuis un bon moment, depuis la dernière CAN, je crois bien, en Égypte, on a vu que les choses n'ont quand même pas changé. On a commencé par tenir le Nigeria en équilibre. On n'a quand même pas fait des matchs des 2-2, des 1-1. Et la dernière fois, on les a chicotés à Abidjan. Ils n'ont pas aimé. Ils l'ont rendu violemment chez eux, au Nigeria. On a pris un soufflet de 3-0 rapidement. Et on se retrouve encore une 3e fois en un mois et demi. Donc vous comprenez que la tension était vive au point où le Nigeria s'attendait à nous écraser, mais ça n'a pas marché. Donc c'est difficilement, ils ont égalisé à la fin. Alors, vous comprenez un peu que les challenges au niveau du pays, quand on parle de sport, c'est ce que ça donne. Quand les enfants, les joueurs avaient perdu, tout le monde allait crier à l'eau sur le baudet que les joueurs étaient très mauvais. Mais ils ont gagné, c'est d'abord la victoire pour les joueurs. Pour les joueurs. Ensuite, les entraîneurs qui ont travaillé. Maintenant, l'organisation, c'est l'administration. Le fondateur que je suis, tout joyeux ici, qui a accompagné de toute la science. Et derrière cela, il y a un directeur sportif, mon adjoint, M. Kantedi David, qui est encore à Djougou actuellement, qui est resté avec les enfants pour mettre les petits plats dans l'écran. Il sait le faire très bien. Je crois que les gens nous connaissent déjà. Quand on parle du sport à ESAE, les gens ont toujours peur. Jusqu'à présent, malgré nos modiques moyens, personne n'a encore détourné ESAE sur le toit de l'Afrique
en matière de palmarès. Il fera désormais beau de commercer au marché Ganri en fin de construction. Ce marché situé à Cotonou se présente comme un nouveau joyau. D'après une publication des services de la communication de la présidence du Bénin, le nouveau format de ce centre commercial a de grandes capacités. Pour plus de précision, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui le décrit plus amplement. La preuve de l'attachement du chef de l'État à créer des conditions décentes aux femmes dans leur commerce, c'est sa descente surprise au marché Ganri. Ce que je sais, c'est que le chef d'État n'a pas du tout apprécié les conditions dans lesquelles sont les usagers du marché Ganri. En termes de fonctionnement, mais surtout en termes de salubrité, de conditions. Il a été fondamentalement choqué par ça. Et tel que je le connais, quelque chose va se passer certainement dans les semaines qui viennent. Sur l'ensemble des chantiers visités, les populations en liesse n'ont pas manqué d'exprimer leur admiration à Patrice Talon, venu transformer leur quotidien et révéler davantage le Bénin. Ici, c'est un chantier particulier, c'est un marché privilégié, je vais dire. Nous avons un marché qui est un rez-de-chaussée plus un étage, avec une couverture charpente. Vous allez voir la particularité de la charpente. Nous avons une partie centrale qui est comme un parapluie. Donc cette fois-ci, au lieu que ce soit en béton, c'est quand même en charpente métallique. C'est sa particularité par rapport aux autres marchés. Ici, nous avons environ 700 étals aménagés. Nous avons une dizaine de boutiques, de grandes boutiques. Nous avons deux grands types de restaurants. Nous avons les restaurants à proprement dit et nous avons de petits restaurants de la taille des maquis, des fast-foods. Donc nous en avons une vingtaine environ. Des blodons midi, on donne les binadio. Parce que des gens qui mon client là n'a bien mais bon. Donc mina bon occasion ne bon à double tout grand dans une coup d'azote. Mais mettre vie quand il te tend les mêmes bisses c'est au bédoni. Depuis qu'on a appris que on veut emménager d'ici pour aller au nouvel marché là, on est toutes contentes parce que ici là, sans vous mentir, c'est très chaud. Et parfois, on vient au marché, il n'y a pas marché, on est là juste. On est tous heureux, contents d'entendre que d'ici peu de temps, on ira là-bas. On est contents. Non, bon, ce qu'ils ont fait, ils ont bien construit le marché. Mais ils ont pris le plan, l'ancien, parce que rond-point qu'ils ont fait en haut là, ils ont pris ce plan pour moderniser, pour que ça améliore mieux qu'avant. Maintenant, ils ont encore fait, et il y a des fleurs à l'intérieur, bon, parce qu'ils ont bien construit en tout cas, c'est bien travaillé. Baba, mettons nous nous comptons nous à Tchok, nous comptons à Melodoka. Nous comptons à Tchok, nous doit arriver comme moi, il quand on est compris. Oh, akiwo de mi deme da yo, mi no se ube ni jija o. File bien no yo, bo mi le lo courant. Donc mi no se ube din, surtout jija o, mi no se ube din. Je won yon fi bien no fa mi, no se ube. E na che ni kaka, ma wona ne jido. Parce que de mi de su mo azon lu aton, mi mo de da azon wa lo to o me. Ni do bonu Atefipa. Programme mettons si j'ai monsieur Talon. Vraiment et vivre mi ta ou azon e wa de ahile sin côté yo. Nye do kutoni. Onu yen mo do ahio sin côté yo. Ahio jacho tam. Il faudrait que les jacho bon
Mime drona no ahio mele o. Minime. Bo diacho di ahio ete e diacho. Nous avons un aménagement paysager ici à l'intérieur, au niveau de la partie centrale que nous appelons parapluie. C'est vrai que ça nous permet d'avoir un peu de végétation ici à l'intérieur du marché. Autour du marché aussi, nous avons des arbres et nous avons assez de place pour le parking. Sur la façade sud, nous avons parking 2 roues et sur les 3 autres côtés, nous avons parking pour les véhicules. Et nous avons maintenant, à part le marché, nous avons le parking destiné pour ce marché-ci qui est de l'autre côté, que vous allez voir, c'est bien aménagé, qui peut prendre environ une 60aine de véhicules intérieurs. Et autour aussi, nous avons qui peut prendre aussi environ une 60aine de véhicules tout autour. Et une bonne partie réservée pour le parking de roues, pour les motos. Le ministre d'État d'économie, des finances du Bénin, Romuald Wadayi, était devant les députés cette semaine. Il est allé mercredi 13 novembre dernier présenter le projet de loi des finances exercice 2025 lors de cette session qui marque le début des travaux en commission budgétaire. Le ministre a, entre autres, évoqué les grandes orientations budgétaires du gouvernement pour 2025 qui se traduisent par des budgets programmes visant à améliorer le bien-être des populations, des citoyens. Pour plus de précisions, suivons ensemble cet élément de la SRTB. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances a exposé aux députés de la 9e législature les grandes lignes du document budgétaire Gestion 2025. De son exposé, il est à retenir que le projet de budget Gestion 2025 est équilibré en charges et en ressources pour un montant total de 3 551 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 11% par rapport à celui de 2024 qui était de 3 199,3 milliards de francs CFA. C'est un budget qui est construit toujours en gardant le cap sur la gestion rigoureuse des fonds publics, en gardant le cap sur la maîtrise des dépenses publiques, mais en gardant également le cap sur la poursuite des investissements pour garder le momentum, pour garder le rôle de propulseur du développement qui est l'investissement public. Toujours dans son exposé, Romuald Wadayi a souligné que le total des ressources budgétaires s'élève à plus de 2 000 milliards de francs CFA en 2025. Grâce aux recettes que nous avons aujourd'hui, nous pouvons dire que la moitié de ce que nous prénovons permet de financer l'intégralité des investissements. Dans la vraie vie, c'est une fongibilité, tout va dans la même caisse. Mais vous pouvez considérer aujourd'hui qu'avec les 2 000 milliards qu'on a, on peut payer tous les fonctionnaires, 600 milliards, on peut faire tous les investissements, 1 000 milliards, il reste encore 400 milliards pour faire tourner le pays. C'est ce que ça veut dire, ça. Et ça, c'est très important, on doit être fier de ça. Selon l'argentier national, ce budget permettra d'atteindre certains indicateurs puisqu'il est envisagé un taux de croissance économique de 6,8%. Pour 2025, le budget que nous avons lancé donc, permettra d'avoir un taux de croissance de 6,8% contre 6,7% en 2024. Donc, vous voyez, 2025 va ressembler en termes de production à peu près flat, la même chose que 2024. Mais notre intention, s'il n'y avait pas eu Covid, guerre, fermeture de frontières, etc., en 2025, on espérait avoir un taux de croissance de 2 chiffres. Ce n'est pas perdu. J'espère que très rapidement, 26-27, le Bénin va pouvoir afficher un taux de croissance de 2 chiffres. Nous avons le potentiel pour ça. Nous avons le potentiel. Quand on va enclencher un taux de croissance de 2 chiffres, là, on va commencer à percevoir vraiment un effet majeur. Le ministre d'État a également précisé aux députés que ce budget est centré sur le bien-être des citoyens et rassure que les interventions du gouvernement dans divers secteurs vont se poursuivre et même se renforcer avec le budget de l'État 2025. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, a été reçu en audience mardi dernier par le président de la Cour suprême, Victor Adossou, après près d'une heure d'échange. Il a fait le point des sujets abordés avec son hôte. Des précisions au micro de ZAE TV.
Il y a eu des échanges très riches en conseil, beaucoup de conseils de la part du président de la Cour suprême. Nous avions expliqué au président la mission dévolue au Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Et nous avions demandé au président qu'il serait bon, indépendamment du code éthique qui est réservé à tous les fonctionnaires, qu'il serait bon que la Cour suprême, je dirais, le corps des magistrats ait un code d'éthique spécifique. Puisque vous le savez, les magistrats, c'est un monde à part. C'est eux qui jugent. Et il faut qu'ils soient intègres, qu'ils manifestent à tout point de vue la bonne moralité attendue par le peuple. Et c'est avec grand plaisir que le président de la Cour abonde dans notre requête, accepte de nous accompagner pour l'élaboration de ce code éthique spécifique, je dis bien spécifique, au corps des magistrats. Nous avions également abordé que pour ce faire, pour que les magistrats soient complètement ce que nous recherchons, les hommes qui doivent rendre la justice, les décisions, qui rendent les décisions, il faut qu'ils vivent dans de très bonnes conditions de vie, de très bonnes conditions de travail, qu'ils soient à l'abri de tout besoin. Aujourd'hui, dans l'exercice de leurs fonctions, et demain, lorsqu'ils seront à la retraite. Et quand nous parlons de magistrats, nous ne parlons pas uniquement des magistrats de la Cour suprême, mais des magistrats en général, parce que nous savons ce que ça représente, les magistrats dans un pays. Et nous en avons besoin de magistrats intègres. Voilà en gros ce que nous avions discuté avec le président de la Cour suprême. Nous avions évoqué aussi les prochaines élections générales qui doivent se tenir en 2026, pour plus précisément dans quelques mois, le 11 janvier prochain. Comme vous le savez, la Cour suprême, c'est le juge du contentieux des élections communales et municipales. Nous avons cherché à savoir si les dispositions idoines sont en train d'être prises pour que nous puissions avoir des élections apaisées dans notre pays en ce qui concerne les élections communales, les élections municipales qui touchent la Cour suprême. Et c'est encore avec grand plaisir que le président nous annonce que ces dispositions sont en train d'être prises pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Et comme vous le savez, c'est vrai, il faut aussi avoir des élections apaisées à partir des partis politiques. Et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, que nous avons l'honneur de présider aujourd'hui, aura l'occasion d'échanger avec les différents partis politiques, les responsables, et aussi ceux qui organisent ces élections, savoir la Sénat. L'ancien bâtonnier a également été reçu par Madame Ismat Biotchade Mamadou, présidente de la Cour des comptes. Voici l'essentiel à retenir de leurs échanges, au micro de Zawi TV. Nous sommes en train de terminer nos visites de courtoisie aux responsables d'institutions constitutionnelles. Nous avions présenté à la présidente de la Cour des comptes la mission dévolue au commissariat à la prévention de la corruption. Nous avions reçu de Madame la Présidente de sages conseils, des conseils qui vont permettre à notre institution d'accomplir au mieux ses travaux.
Et nous avions échangé également avec Madame la Présidente. Comme vous le savez, nous avions parlé du décret qui vient d'être pris le 11 septembre dernier en ce qui concerne la déclaration du patrimoine. C'est un décret qui est récent. Nous avions échangé relativement à ce décret et nous avions ensemble constaté qu'il y a un volet qui mérite d'être pris en compte. Le contrôle, l'effectivité, nous dirons, de ce qui a été déclaré par les uns et les autres. Et comme vous le savez, cette déclaration, elle s'impose à tous ceux qui sont cités dans le décret du 11 septembre 2024. Nous avons l'habitude de dire que nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire tous ceux qui sont cités, en principe, doivent le savoir qu'ils doivent faire de déclarations. Mais est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils le savent? Il revient aussi au commissariat, à travers la prévention, de faire un travail de vulgarisation. Un travail pour permettre à tout ce monde d'aller à déclaration de patrimoine. Et dans nos échanges, je disais tout à l'heure que nous avions parlé du contrôle effectif de la déclaration. Est-ce que cela a été fait? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'omission? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'oubli? Donc, c'est des choses que nous allons voir ensemble sur le terrain. Nous avions également parlé avec Madame la Présidente de la Cour des comptes de tout ce qui touche les partis politiques. Et comme vous le savez, bientôt nous aurons les élections générales de 2026. Or, la Cour des comptes ne s'occupe pas uniquement des subventions au niveau des partis politiques. C'est-à-dire, est-ce que ces subventions sont bien gérées par les partis politiques qui l'ont reçues? Mais la Cour des comptes va également sur le terrain des frais dépensés lors des différentes élections. Donc il y a un travail en amont qui doit se faire par ces partis politiques, en tout cas ceux qui gèrent les finances de ces partis, pour que ce qui doit être dépensé conformément à la loi soit respecté. Donc il revient non seulement à la Cour des comptes comme au commissariat de faire un travail en amont pour que cette gestion se fasse dans le respect réel des textes de loi. Le comité d'organisation des élections consulaires de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, a organisé le mercredi dernier une conférence de presse dans la salle de conférence du ministère de la Justice et de la Législation du Bénin à Cotonou. Ce rendez-vous a été une occasion pour Zalia Bakoudogo Alassane, présidente du comité d'organisation de ces élections, de présenter aux hommes des médias la feuille de route des élections consulaires prévues pour se tenir le 5 janvier 2025. Plus de précisions à travers cet élément. Prévu pour se dérouler du 12 au 21 novembre 2024 est une opération qui est du ressort de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les entreprises qui remplissent les conditions requises peuvent donc s'inscrire sur la liste électorale prévue à cet effet. Cette étape cruciale pour garantir la transparence du processus électoral, mais surtout la possibilité d'être candidat, durera 10 jours. Dès le 1er décembre, la liste définitive des électeurs sera affichée dans les sièges départementaux et publiée sur le site de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Puis, un appel à candidature sera lancé le même jour, soit le 1er décembre 2024. Cette opération va durer 7 jours. La liste des candidats retenus sera publiée le 13 décembre 2024 par la Sénat, accompagnée des détails pour le déroulement du scrutin. Partant du même procédé, la période du 13 au 15 décembre 2024 sera consacrée au recueil des requêtes en contestation
relative aux candidatures sur la liste publiée et la publication de la liste définitive des candidats le 21 décembre 2024. Le 25 décembre 2024 s'ouvrira la campagne électorale qui se poursuivra jusqu'au 3 janvier 2025. Le 5 janvier 2025, de 0h à minuit, sera consacré au vote proprement dit. Les résultats définitifs seront centralisés et proclamés au plus tard le 10 janvier 2025, après les opérations diverses de recours et leur prise en compte. Le 11 février 2025, le ministre de l'Industrie et du Commerce procédera à l'installation officielle des nouveaux membres élus. Les maires du Bénin ont témoigné leur soutien à la politique de nutrition promue par le gouvernement Talon. C'était dans la soirée du 12 novembre dernier à Bénin Royal Hôtel de Cotonou en présence du président de l'ANCB, Lucas Trokbo et d'autres personnalités. Le compte rendu est signé EZAE-TV. Les maires de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, se sont réunis hier dans un hôtel de la place à Cotonou. La raison, elle est toute simple. Ils soutiennent la politique de nutrition du gouvernement de Patrice Talon. C'est le maire Luc Setonji Atrokpo, président de l'ANCB, qui a donné le ton de l'événement. Comme je le dis souvent, le développement, c'est la base. C'est la base. Et les maires, les élus jouent pleinement leur partition. Je voudrais, au nom des maires ici présents, dire que nous réagissons notre attachement à la paix sociale qui est révélée. Au cours de cette soirée, 2 motions ont été adressées en reconnaissance au président Talon et à son gouvernement. Nous, maires des communes du Bénin, réunis à Cotonou, Bénin Royal Hôtel, considérant la place de choix qu'occupent les communes dans les projets et programmes de développement, exprimons notre gratitude et notre reconnaissance au gouvernement et à son chef, le président Patrice Talon. Convaincu que le déploiement de ce projet en direction des femmes enceintes et des enfants de notre pays contribuera à accroître de façon significative les capacités des futurs citoyens de notre pays. Adresse par la présente leur soutien total au chef de l'État et à son gouvernement. Une soirée qui s'est achevée par un dîner. C'était en présence de plusieurs personnalités venues pour soutenir l'événement. Repenser le modèle du musée en Afrique, nouvelle stratégie de renouvellement de l'offre à l'ère des sociétés post-coloniales et de la transition socio-écologique. C'est autour de ce thème que se sont réunis plus d'une centaine d'acteurs scientifiques et institutionnels venus d'une dizaine de pays les 12 et 13 novembre dernier au siège de l'École du patrimoine africain EPA et en ligne. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du colloque scientifique international organisé par l'EPA en collaboration avec le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement, l'ARED, et le laboratoire anthropologie, archéologie, biologie, LAB, ainsi que l'appui de l'Agence française et de développement, l'AFD, et l'ambassade de France au Bénin. Retour sur l'ouverture avec la SRTB. Ce présent colloque vient nourrir le programme de recherche scientifique sur la restitution des biens culturels du Bénin porté par l'École du patrimoine africain en collaboration avec 2 laboratoires de recherche partenaires. Ainsi, savants, chercheurs, experts, sachants et étudiants de plusieurs horizons sont venus pour exposer des réponses scientifiques sur l'avenir des musées en Afrique. Je vous inviterai à participer activement aux échanges, à partager vos expériences, à poser des questions, à proposer des idées innovantes et à vous engager dans des dialogues constructifs. Car je reste convaincu que c'est par la collaboration et le dialogue que nous pourrions proposer des solutions adaptées aux défis de notre époque.
Quel meilleur endroit que le Bénin pour repenser aujourd'hui le modèle du musée en Afrique. Avec 4 grands projets muséaux en cours de réalisation, ce pays offre un terrain de réflexion et d'expérimentation passionnant. Je tenais à saluer la volonté et la capacité des autorités et experts béninois du patrimoine et de la culture à tirer les enseignements le plus rapidement possible de l'action ambitieuse que le gouvernement béninois mène dans ce domaine. Plusieurs communications réparties en 6 axes thématiques vont meubler les travaux du dit colloque scientifique. Nous croyons fermement que de ce rendez-vous de Porto Novo jaillira un message fort pour le renouveau muséal. Nous croyons qu'il est possible de rallumer, de maintenir la flamme de la fierté chez les jeunes et les adultes en renforçant notre approche de valorisation du patrimoine culturel. C'est fort de ces convictions que le Bénin assume, avec méthode et détermination, la responsabilité qui est la sienne dans cette nouvelle dynamique. Présenté par le professeur Amadi Bokoum, directeur de recherche de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la communication inaugurale a pour thème « Réinventer le musée africain pour quels intérêts des communautés ». La campagne de commercialisation du coton graine au titre de l'année 2024-2025 a officiellement été lancée jeudi 14 novembre à Soka, dans un village de l'arrondissement de Fort-Bouré, dans la commune de Sinondé, département du Borgou. Reportage signé SRTB. Prix du coton graine conventionnel premier choix, 300 francs CFA par kilogramme. Prix du coton graine conventionnel deuxième choix, 250 francs par kilogramme. Prix du coton graine biologique premier choix, 360 francs par kilogramme. Prix du coton graine biologique deuxième choix, 310 francs par kilogramme. 166 kilos. C'est parti. La campagne 2024-2025 de commercialisation de coton graine est lancée. Plus de 650 000 tonnes d'or blanc sont attendues dans le réseau de grainage qui en demande encore plus. Environ 200 milliards de francs CFA reviennent directement dans les mains des producteurs. La baisse de production notée au cours de la campagne 2022-2023 a été rapidement surmontée et dès la campagne suivante, nous sommes repartis pour de nouveaux records. C'est le lieu d'adresser, une fois encore, nos vives félicitations à l'ensemble des acteurs de la filière et en particulier les cotonculteurs. Il existe d'innombrables opportunités de transformation du coton, sans ignorer bien entendu la révolution industrielle textile qui est une dynamique sans précédent au Bénin au niveau de la zone industrielle de Glodjigbe. C'est ainsi que des milliers d'emplois sont créés et c'est ainsi que la richesse partagée est créée dans notre pays. Notre pays, le Bénin, a enregistré une augmentation moyenne de la production cotonnière de près de 140% par rapport à la campagne 15-16. Les producteurs de coton ont vite compris que l'heure avait sonné. J'ai le plaisir, en tant que votre humble serviteur, de rendre un vraiment hommage à nos vaillants producteurs et aux égreneurs qui, depuis 2016 à ce jour, ont révélé au monde entier notre pays à travers cette filière qui aujourd'hui fait notre fierté. Des dispositions s'avèrent nécessaires dans les champs pour du coton de grande qualité. Nous devons sauvegarder d'abord la qualité et c'est cette qualité qui fait le gain de revenus aux producteurs, tout en ayant soin de connaître que le premier choix c'est 300 francs, alors quand c'est déclassé au second choix c'est 250. Quand nous regardons la marge de 50 francs, c'est très important. C'est en cela que je demande à mes collègues producteurs de faire tout possible. Nous attendons en fin de résultat un record et pour l'atteindre, c'est comment faire pour récolter vite et obtenir les gains de poids. Chers producteurs, pour faciliter les opérations de récolte, l'interprofession vous accorde une avance sur les fonds coton d'un montant de 3 milliards 498 millions de francs CFA. De même, afin de vous permettre de bien conduire les opérations de commercialisation, une avance de montant de 440 millions de francs sur les frais de marché vous a été accordée. Le Bénin, dans sa position de leader du coton, a accueilli pour la première fois en Afrique la célébration de la Journée mondiale du coton
en octobre dernier. De cette célébration, une pile d'opportunités vient s'ajouter aux multiples avantages de la filière coton. Le 12 novembre dernier, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Gaston Dossoui, a procédé à la remise officielle d'un site de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama pour la construction de 6 infrastructures modernes destinées à la transformation du manioc, du riz et du maïs produits à Kétou. La cérémonie s'est déroulée en présence des populations locales principales bénéficiaires de ce projet. Reportage signé SRTB. Un avenir radieux se profile à l'horizon pour la commune de Kétou avec ses coups de pioche qui annoncent le point de départ d'un projet d'envergure. Le manioc, principale production de cette localité, ne sera plus vendu à l'état brut au-delà des frontières. Encore quelques mois pour voir émerger l'usine de transformation de manioc qui va produire la révolution industrielle tant attendue ici. Qui parle de la commune de Kétou, parle de l'agriculture. Qui parle de l'agriculture, le gouvernement est en train de le faire, c'est qu'il faut aller vers l'industrialisation. Il sera construit ici à Kétou un complexe de transformation de manioc en lafou et autres dérivés de manioc. Il est attendu de la Sonama la réception des clés de ces 6 co-entreprises au plus tard fin juin 2025. Les retombées liées à ce projet sont variées et diverses et les organismes partenaires n'ont pas tardé à apporter leur soutien. En participant justement au financement du PADAM, le FIDA et les fonds OPEP accompagnent le gouvernement dans la réalisation des objectifs et des priorités de développement du pays. L'objectif des unités de transformation est d'assurer aux différentes coopératives de producteurs agricoles un marché sécurisé. La Société nationale de mécanisation agricole Sonama, qui a la charge des travaux, a pris la mesure de l'enjeu. Cette usine, du fait des choix des équipements de grande qualité et de technologies très modernes, va permettre de travailler au moins 300 jours par an. C'est au moins 1500 tonnes de manioc qui vont être nécessaires pour alimenter cette usine. Le challenge, ça va être de faire encore mieux que ce qui est fait aujourd'hui avec l'assistance et avec votre matière première. La politique de transformation locale des produits agricoles prônée par le gouvernement est en marche. Et l'usine de Kétou, une fois installée, va produire le lafou, mais pas seulement. L'usine qui va être installée ici va produire du lafou meilleure qualité, labellisé, qui va voyager sur de très longues distances. Mais l'usine ne fera pas que lafou. Donc, les 3 usines de manioc doivent produire de la farine panifiable. Et nous allons faire des contrats avec les minoteries de la place, les moulins de la place, pour recevoir la quantité qu'il faut pour mélanger depuis l'usine afin que notre pain aujourd'hui soit effectivement made in Benin. Outre le grenier du plateau, les communes de Dassa, Banté, Tofo, Aplakwe et Bopa vont également bénéficier de la construction de ces usines de transformation pour le maïs et le riz pour un coût total évalué à environ 4,5 milliards de francs CFA. Une nouvelle campagne de répression des infractions routières a été annoncée cette semaine par la Direction générale de la police républicaine. Elle débute ce lundi 18 novembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite à travers un communiqué de la Direction générale. La SRTB nous édifie davantage sur cette opération. 18 novembre, date butoir, la police républicaine passe à la répression. Sans casque derrière un motocycliste, sans ceinture de sécurité dans votre voiture, police d'assurance non à jour, visite technique expirée, vous serez puni avec la dernière rigueur. Dans un communiqué, la police républicaine relève le relâchement inquiétant du respect des prescriptions du code de la route. Ces attitudes inciviques mettent en danger la sécurité de tous les usagers. C'est surtout suite à l'incivisme de certains citoyens qui se complaisent dans le refus délibéré de se conformer au respect des prescriptions du code de la route que le directeur général de la police républicaine a annoncé dans un communiqué en date du 13 novembre. Cette vaste opération, elle se déroulera sur toute l'étendue du territoire national.
Carnet noir dans ce JT, le célèbre chanteur béninois Pierre Dassa Bouté est mort à 76 ans dans la matinée de ce samedi 16 novembre. Dans un message publié sur Facebook, Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola a salué la mémoire de cet instructeur de jeunesse formé en Israël et dont l'œuvre restera à jamais gravée dans la mémoire collective comme un témoignage de son talent, de sa sensibilité et de son engagement. Mais Pierre Dassa Bouté, élément de réponse avec SRTB. Ah, la vie, elle est pleine de farces. Pierre Dassa Bouté, le parolier des montagnes, s'en est allé. Né vers 1948 à Pouya, près de Natitengu, Pierre Dossia Dassa Bouté est bien plus qu'un musicien. Ancien instructeur de jeunesse formé en Israël, l'ancien fonctionnaire n'a pas perdu la flamme artistique qui brûlait en lui. Il avait un message à passer à travers le plus célèbre de ses titres, Message. Ah, la vie, elle est pleine de farces, de gens sans honneur, de filles sans amour. Ah, qu'est-ce que l'amour? C'est une vraie foutaise. Reçois donc ce message, toi qui veux me quitter. Le guitariste n'était jamais loin de son instrument. Avec sa guitare sèche, il n'hésitait pas à ouvrir les portes du secret musical à la jeune génération. La profondeur et la richesse des textes de sa musique faisaient de Pierre Dassa Bouté un griot, un philosophe et un éveilleur de conscience. Il a su marquer son époque et les esprits. Dans toute sa beauté, la musique de Dassa Bouté continuera certainement de bercer les cœurs encore pendant des années. À 76 ans, l'artiste s'en est allé et puisque l'artiste ne meurt jamais, nous disons salut l'artiste. Actualité hors de nos frontières, à présent, plus de 7 millions d'électeurs ont voté ce dimanche 17 novembre au Sénégal pour renouveler leur Assemblée nationale. Au total, 165 députés seront élus pour un mandat de 5 ans et il s'agit d'un scrutin à un seul tour. Plus de précisions vous seront fournies dans nos prochaines éditions sur cette actualité. Autre information hors de nos frontières, le retour à la Maison-Blanche du républicain Donald Trump ne bouleversera pas les liens entre Washington et Dhaka, estime Mohamed Younous, le dirigeant intérimaire de Bangladesh. Les États-Unis sont un allié en tant que pays. Joe Biden est devenu un ami avec l'arrivée de Donald Trump. Ce lien est rompu, mais je pense que la relation entre nos deux pays ne changera pas parce qu'il s'agit d'une relation d'État à État, a-t-il déclaré dans un entretien au quotidien français Le Monde, publié ce dimanche 17 novembre. Sport à présent. Le président de la Fédération béninoise de football de table, Delano Kiki, a procédé au lancement du championnat d'Afrique de football de table ce vendredi. Le vendredi dernier, cette première édition, cumulée avec l'Assemblée générale constitutive de l'institution, a réuni les bafistes venant de 16 différents pays d'Afrique à Mavila, hôtel à Akwakwa. Le reportage est signé Eusave TV. 16 nations africaines participent au championnat d'Afrique de football de table à Cotonou du 15 au 17 novembre 2024. Il s'agit d'un événement couplé avec l'Assemblée générale statutaire de la Confédération africaine de football de table. Nous nous sommes rassemblés au Bénin à Cotonou dans le sens d'adopter des statuts et règlements intérieurs pour rendre légale notre institution. C'est également l'occasion pour nous
d'élire un bureau exécutif qui va, n'est-ce pas, présider, n'est-ce pas, au destin de cette fédération, de cette confédération, autant pour moi, pendant une durée statutaire de 5 années. C'est l'occasion pour le président de la Confédération béninoise de football de table, Delano Kiki, de rappeler les avantages du baby-foot. Le baby-foot est un jeu qui rassemble deux adversaires qui ont pratiquement leur tête très proche mais ne se cognent pas. Donc c'est un jeu qui cultive la paix, la cohésion, la convivialité. Nous avons, comme vous le voyez, beaucoup d'athlètes qui sont venus et je voudrais que nous considérions que le baby-foot n'est guère un jeu de délinquants, mais c'est un jeu noble, c'est un sport qui prend de l'ampleur. Autrefois considéré comme un jeu de rue, le baby-foot présente désormais un enjeu économique. Les bafistes de 16 pays africains vont tenter de remporter la compétition qui se déroule à Mavila Hotel à Akbakba. Mesdames, Messieurs, sur cette note, on fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une très bonne soirée à toutes et à tous et bonne semaine.